Le système était organisé de telle sorte que le pays qui gagne n'avait aucun moyen de contrainte pour faire exécuter la décision de justice, ce qui est l'inverse au niveau de l'OMC. Donc ces deux voies de recours existants pour les pays africains, il nous fallait stratégiquement décider d'aller à la négociation ou au contentieux, en sachant que la différence énorme entre la négociation et le contentieux, c'est que la négociation commet des engagements à partir de la date de décision, à partir de la date où vous avez trouvé un accord, alors que le contentieux vous permet de commettre des engagements à partir de la date où le préjudice a commencé à courir. Pour replacer le contexte, si aujourd'hui les pays africains, au bout de 10 ans de négociations, trouvent un accord avec les États-Unis, on est le 8 juin, l'accord commencera à courir à partir du 8 juin 2011. Alors que si vous gagnez à travers un contentieux d'une plainte, l'accord que vous allez trouver par ailleurs, je vais y revenir, qui est le cas du Brésil, va commencer à courir à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi qui est à la base de vos problèmes. Donc la fameuse ville américaine qui est à l'origine des problèmes du coton africain date de mai 2002. Si aujourd'hui les pays africains gagnaient une plainte à l'OMC, le préjudice serait évalué à partir de mai 2002 et pas à partir de 2011. Maintenant, je vais essayer de vous faire rapidement l'argumentaire que j'ai écrit dans ce numéro spécial en deux points. Le premier point dit pourquoi la négociation que nous avions choisie n'a pas fonctionné à l'OMC. Et dans le deuxième point, dit pourquoi nous devons aller maintenant porter plainte contre les États-Unis. Alors pourquoi ça n'a pas marché? Il faut savoir que quand les pays africains ont décidé de négocier, ils ont commis ce qu'on appelle une soumission à l'OMC. Quand vous avez des choses à dire à l'OMC, vous mettez un document, vous l'écrivez, vous le présentez, on appelle ça une soumission. Et cette soumission s'appelait Initiative sectorielle sur le coton. Et dans l'initiative sectorielle sur le coton, il y avait 4 éléments importants qui pouvaient préjuger ou non du succès du dossier africain. Le premier élément, c'est que les pays africains disaient « Nous voulons négocier, c'est vrai, mais nous savons que les négociations du cycle de Doha vont prendre beaucoup de temps. Nous voulons donc ce qu'on appelle une solution early harvest. » Si on essaie de traduire ça en français, ça donnerait une récolte précoce. Parce qu'à l'OMC, il faut savoir, comme on dit dans l'adage, on est d'accord sur rien tant qu'on n'est pas d'accord sur tout. Et que donc, tant qu'on n'a pas fini les négociations dans tous les domaines, on ne peut pas prendre des décisions intermédiaires. Alors les pays africains avaient dit, puisque nous ne pouvons pas attendre la fin des négociations, nous voulons que l'OMC prenne tout de suite une décision favorable au dossier coton africain. Et pour pouvoir le faire, nous demandons donc des indemnités. Premier problème. Cet élément central de demande d'indemnité qui est dans l'initiative sectorielle n'a pas pu être résolu. Pourquoi? Parce que de façon systémique, à l'OMC, vous ne pouvez pas demander des indemnités ou des compensations tant que vous n'avez pas porté plainte devant l'organe de règlement des différends. Donc c'était une décision stratégique prise par les pays africains qui n'était pas conforme à la réalité systémique de l'OMC. Donc dès qu'on a commencé à discuter sérieusement sur l'initiative sectorielle, on s'est rendu compte que les pays africains, dans ces conditions, ne pouvaient pas bénéficier d'indemnités. Premier élément d'échec. Deuxième élément, les pays africains avaient dit le coton a une importance particulière dans nos économies, dans notre agriculture et dans nos économies. Donc nous demandons qu'on en fasse un produit spécial à l'OMC. Qu'est-ce que c'est qu'un produit spécial à l'OMC? C'est un produit qui est si vulnérable qu'il faut le protéger de la libéralisation et donc le protéger de la concurrence extérieure. Si vous avez un produit dont les coûts de production par exemple sont élevés, ou bien qui a une importance en matière de développement rural ou de sécurité alimentaire, vous pouvez dire, je protège ce produit, je ferme mes frontières, et je donne à ce produit la possibilité de ne pas faire face à la concurrence extérieure. Justement, on a pu protéger l'oignon au Sénégal par exemple, parce que c'est un produit spécial, c'est un produit vulnérable. Alors, ce qui n'est pas le cas du coton à l'OMC. Parce que le problème du coton africain, c'est qu'il est compétitif. Il cherche des parts de marché. Il veut être mis en concurrence avec les autres en sachant qu'il a les capacités de gagner cette concurrence. Donc si vous venez à l'OMC dire « je veux que l'on fasse de mon coton un produit spécial », alors que votre coton ne répond pas aux critères d'existence d'un produit spécial, cela pose problème. À l'époque,
l'époque, le président du comité de négociation sur l'agriculture, Harbinson, avait développé toute une stratégie sur le produit spécial. Et quand les discussions sérieuses ont commencé, on a dit aux pays africains, vous ne pouvez pas à la fois demander un accès au marché pour le coton et en faire un produit spécial. Deuxième élément d'échec. Troisième élément, les pays africains ont synchronisé les questions de commerce et de développement dans l'initiative sectorielle. Dans leur soumission à l'OMC, ils disent initiative sectorielle sur le coton, stratégie de réduction de la pauvreté. Et ça a posé un problème par la suite. Pourquoi? Parce que l'OMC s'occupe des questions de commerce, a priori, pas des questions de développement. Vous avez des problèmes avec vos subventions, on va essayer de voir dans les accords de l'agriculture, dans les accords sur les subventions et les mesures compensatoires, qu'est-ce qu'il est possible de faire. Si vous avez des problèmes de développement, vous allez voir les organisations qui s'occupent des questions de développement. Alors les pays africains disaient, pour une fois, nous ne demandons pas le monde, nous demandons à ce que les règles du commerce international soient appliquées. Mais en disant cela, ils terminent leur argumentaire en disant, de toute façon, si vous ne le faites pas, il y aurait des impacts négatifs sur notre développement. Alors, bon, dans un premier temps, personne n'a rien dit, parce qu'il y avait l'impact médiatique autour de Cancun. Mais dès après Cancun, le 15 décembre 2003, à la première conférence du Conseil général de l'OMC, les gens ont dit on ne peut pas continuer à traiter des questions de développement liées au coton dans le cadre de l'OMC. Et l'OMC, qui ne s'occupe pas des questions de développement, a organisé en mars 2004 à Cotonou une conférence exprès pour dissocier les questions de commerce et les questions de développement. Et à partir de ce moment, l'OMC a dit, si vous voulez parler de subventions, je suis disponible. Pour les questions de développement, allez voir les bailleurs de fonds ou vos partenaires. Et cela est un élément qui a beaucoup fragilisé le dossier coton. Parce que c'était, oui, nous avons raison sur les questions de commerce, mais tenez compte des questions de développement. Et on vous attend, pour parler de vos questions de développement, ce n'est pas ici l'enceinte idéale. Et pour parler de vos questions de commerce, de concurrence, de subvention, sachez, et c'est un élément important, que le coton est un produit agricole qui doit être traité dans les négociations sur l'agriculture. Maintenant, si vous savez que les négociations sur l'agriculture sont les négociations les plus compliquées à l'OMC, vous savez que ce n'est pas demain la veille qu'on va avoir un accord sur le coton. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on avait dit aux pays africains, quand au niveau de l'OMC, ils ont créé un comité spécial sur le coton, en disant, votre coton est très important, on va essayer de le régler de façon rapide, spécifique, ambitieuse, et pour cela, on va vous créer un comité spécial sur le coton. Tout le monde semblait content. Mais dans le même texte où on crée le comité spécial sur le coton, on le dit, le coton est quand même dans l'agriculture, ce qui est normal. Alors, on va vous trouver une solution spéciale sur le coton. Mais pour trouver une solution spéciale qui n'est pas définition exceptionnelle, donc qui est une exception, il faut d'abord connaître la règle. La règle, c'est dans les négociations sur l'agriculture que vous allez les trouver. Donc si les négociations sur l'agriculture perdurent et que vous n'avez pas une solution globale sur les subventions sur l'agriculture, vous n'aurez jamais de solution sur le coton à l'OMC. Et c'est ça qui fait qu'en 2011, encore 8 ans après, on n'a pas de solution sur l'agriculture et normalement, on n'a pas de solution sur le coton. Et ça, on le savait, nous, depuis 2003. Donc voilà différents éléments qui ont fait que l'initiative sectorielle n'a pas connu les résultats escomptés à l'OMC. Maintenant, pourquoi il faut porter plainte? Parce que pendant longtemps, de 2001 à maintenant, on a surfé sur cette vague. On s'est dit, on n'a pas porté plainte pour divers éléments. Éric Hazard en a parlé, mais nous avons toujours la latitude de porter plainte si on en éprouve le besoin. Eh bien, maintenant, cette latitude infinie qu'on avait, elle est finie. Pourquoi? Parce que le Brésil qui a porté plainte contre les États-Unis, a gagné. Et quand vous gagnez une plainte à l'OMC, le premier résultat qu'on attend de la partie perdante, c'est de retirer la loi. Donc les États-Unis devraient retirer la loi qui leur permet de subventionner les cotonculteurs. Les États-Unis choisissent de ne pas le faire, ça veut dire que le Brésil maintenant a des mesures de rétorsion. Et les mesures de rétorsion à l'OMC peuvent aller loin. Vous pouvez prendre des mesures de rétorsion dans le même secteur, ou dans le même accord sur l'agriculture, ou vous pouvez même prendre des mesures de rétorsion dans d'autres domaines. En l'occurrence, le Brésil a dit aux États-Unis, si vous n'exécutez pas cette décision de justice, nous allons déprotéger tous les produits américains bénéficiant d'un droit de propriété intellectuelle sur le sol brésilien. Et quand les États-Unis font le compte, ils se rendent compte qu'il y aura un manque à gagner plus important là-bas qu'ailleurs. Et ils acceptent de négocier avec le Brésil
Et c'est pour ça qu'ils sont en train de verser les 143 millions de dollars. Mais ça, le Brésil a pu l'avoir parce qu'il a porté plainte. Et maintenant, puisque les États-Unis sont en train d'exécuter cette décision, en donnant des compensations, ils s'engagent en même temps à ce qu'en 2012, ils changent leur loi agricole. Et quand ils vont changer leur loi agricole, cette nouvelle loi américaine va être conforme avec l'OMC. Ça ne sera pas une loi agricole avec des subventions qui ont fait une distorsion sur le commerce. À l'OMC, comment se passe le règlement des différends? Vous n'attaquez pas un pays ou une personne. Vous attaquez une loi. Les États-Unis prennent une loi pour subventionner. Vous attaquez cette loi. Si vous avez la loi de 2002 qui persiste, vous pouvez attaquer la loi de 2002. Elle a été prorogée en 2008 avec les mêmes subventions qui ont le même effet. Donc vous pouvez attaquer à la fois la loi de 2002 et la loi de 2008 en disant que ces lois nous portent préjudice à nous autres Africains et nous voulons des compensations. Ce qui risque d'arriver maintenant, et c'est là où le momentum est important, c'est qu'en 2012, c'est-à-dire dans quelques mois, les États-Unis vont changer leur loi. Cette nouvelle loi va être conforme à l'OMC et les lois qui nous portaient préjudice ne seront plus en vigueur et vous ne pouvez pas attaquer à l'OMC une loi qui n'est plus en vigueur. Et ça signifiera que vous avez fait 10 ans de négociations pour zéro, vous n'avez plus aucune possibilité de porter plainte et que votre situation du coton, avec un préjudice de 1,6 milliard de dollars de perte de revenus sur les 10 dernières années, ne sera jamais prise en compte et ne sera jamais compensée. C'est pour ça que le momentum est important. C'est le moment ou jamais de porter plainte. Bon, le cycle de Doha, j'ai même plus envie tellement d'en parler parce qu'on a vu ce que ça a donné. Avec le raisonnement que j'ai vu tout à l'heure, vous verrez que même si on veut régler le dossier du coton, on ne réglera le dossier du coton que quand on réglera le dossier de l'agriculture et qu'avec les États-Unis et l'Union européenne qui se regardent en chien de faïence dans le domaine de l'agriculture, ce n'est pas demain la veille qu'on aura la fin du cycle de Doha. Pour rappel, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'OMC, on a pu arriver à la conclusion du cycle d'Uruguay qui a duré 8 ans, ce qui est à la base de l'OMC, quand en 1992, les États-Unis et l'Union européenne ont trouvé ce qu'on appelle l'accord de Blair House. Donc il a fallu qu'on trouve un accord sur l'agriculture pour que tout le cycle d'Uruguay se mette en branle pour qu'on arrive à l'OMC. Ça sera exactement la même chose au niveau du cycle de Doha. Donc le momentum est important. Maintenant, beaucoup disent que les pays africains n'ont pas voulu porter plainte contre les États-Unis parce qu'ils ont peur des représailles. Personne ne va vous le dire, mais on peut dire, voilà, si vous portez plainte contre les États-Unis, vous n'allez plus être éligible à l'AGOA, par exemple. Si vous portez plainte contre les États-Unis, votre aide au développement était de 10 milliards, maintenant vous allez recevoir 2 milliards. Bon, c'est le genre de choses que personne n'écrit nulle part, mais chacun en a plus ou moins conscience. Bon, nous, dans l'article, on a expliqué que les pays africains, pour amoindrir ce risque de représailles, pourraient faire ce qu'on appelle une plainte collective. Et une plainte collective, ça existe dans le mémorandum d'accord de règlement des différends de l'OMC à l'article 9. Ils se mettent ensemble, ils portent plainte, c'est reconnu par les procédures de l'OMC. Je ne dis pas qu'il n'y aurait pas de représailles américaines, mais j'ai beaucoup de mal à croire que les États-Unis vont remettre en cause toute leur politique de développement en Afrique de l'Ouest, juste parce que quelques pays se sont coalisés pour réclamer leurs droits. Et là, je précise, à l'intention de ceux qui pensent qu'attaquer les États-Unis, c'est une guerre commerciale. Non, ce n'est pas une guerre commerciale. Parce que le système de règlement est différent à l'OMC, ne vise pas à punir la partie perdante. Il vise juste à rétablir l'équilibre des droits et des obligations. Et je donne souvent deux exemples. L'Union européenne, les États-Unis. Deux partenaires commerciaux importants, personne ne peut le contester. En 16 ans d'existence de l'OMC, l'Union européenne a porté plainte contre les États-Unis à 32 reprises, en 16 ans. C'est-à-dire une moyenne de deux plaintes par année. Quand vous savez que les plaintes de l'OMC, ça dure entre 18 mois et 2 ans, voire plus, ça veut dire qu'ils sont constamment en conflit. Donc 32 fois. Et en 16 ans, les États-Unis ont porté plainte contre l'Union européenne à 15 reprises. Et c'est les meilleurs partenaires commerciaux du monde. Ça ne les empêche pas de continuer à commercer. Reprenez l'exemple États-Unis-Canada. C'est quand même extraordinaire. Ils ont dans ce qu'on appelle une zone de libre-échange. Donc vous êtes en duty-free, quota-free. Libre circulation des marchandises. Donc l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain. En 16 ans, le Canada a porté plainte 15 fois contre les États-Unis. Et les États-Unis 5 fois contre le Canada. Et ils sont dans une zone de libre-échange.
C'est comme si aujourd'hui le Sénégal était en conflit commercial avec la Côte d'Ivoire. Bon, d'ailleurs, on a un exemple avec l'huile de palme. Ce n'est pas un exemple fictif. Vous voyez. Donc tout cela montre qu'on est. Ce n'est pas parce qu'on porte plainte contre un État qu'on est en guerre commerciale. Les pays émergents comme le Brésil ou la Chine ou l'Inde l'ont très bien compris. D'ailleurs, on dit, pour résumer, qu'ils portent plainte contre les grands pays du Nord pour les aider à ouvrir leur marché et mieux commercer avec eux. Donc, je porte plainte, ce qui peut s'apparenter à une attaque, mais c'est pour mieux commercer avec vous. Donc voilà, il y a beaucoup d'autres arguments qu'on peut développer, mais l'idée principale qu'il faut retenir ici, c'est que les négociations ont échoué. Nous avons la possibilité de porter plainte, mais nous n'avons pas cette possibilité ad vitam aeternam. Il faudra le faire. C'est une décision technique, juridique, économique. Pour cela, nous avons les arguments, il n'y a pas de problème. Ce qui nous reste, c'est le leadership politique. Nous y travaillons et je ne sais pas si on va y arriver.